Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Donc, on est à une personne d'avoir le quorum, mais on va quand même débuter tranquillement, si vous le permettez, parce qu'on a déjà 10 minutes de retard. Donc, on va procéder avec l'ordre du jour, l'appel nominal des personnes dirigeantes. Donc, je vais en faire la mention. Donc, Sébastien Ruisseau, je crois qu'il est absent. Frédéric Collet. Marie-Florence Florentin. Marie-France est là. Caroline Fortin. Moi-même. Louis Larivière est absent. Vincent Leclerc. Ouais. Daniel Martel est absent. Lionel Ngoké. Maxime Sabourin est absent. Marc Aubert Saint-Laurent. Benoît Teissier est absent. Et David Tremblay. Merci beaucoup. Oui, Marie-France, j'avais noté ta présence, effectivement. Donc, ça complète le point là, au niveau de l'appel nominal des personnes dirigeantes. Alors maintenant, si vous le voulez bien, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. On est correct. Donc, on y va, je vais en faire la lecture. Je pense, Vincent, tu l'as jeté le document, s'il te plaît. Alors, en 3, l'adoption du PV du 12 septembre. En 4, les élections au conseil, un poste à la vice-présidence de Longueuil et un poste de directrice. En 5, l'acceptation des lettres de créance. En 6, le rapport du bureau de direction. Donc, en premier lieu, présentation du Fonds commun pour la transition énergétique et du projet Collectivité Zen par Mélanie Bosby, qui est notre invitée. En 6.2, présentation de la lettre identité de genre et toilettes non-genrées, il est temps d'élever le débat. Donc, Vincent, qui est Leclerc, qui est membre du comité FTQ sur la diversité sexuelle, corporelle et de genre, en fera une brève présentation. Et ensuite, on a en 6.3 la présentation d'une délégation de syndicalistes chiliens provenant du syndicat des services publics du Chili. En 6.4, ce sont les mobilisations à venir. On va y revenir tantôt, je n'en fais pas la nomenclature immédiatement. En 8, le rapport des organismes affiliés. En 9, période de questions. En 10, le rapport des activités et des services et comités statutaires et ad hoc du Conseil. En 11, le rapport des personnes déléguées mandatées par le Conseil. En 12, le rapport des activités en développement socio-économique local et régional. En 13, le rapport des comités permanents et instances FTQ. En 14, le rapport des personnes dirigeantes. Et en 15, la levée de l'Assemblée. Est-ce que je peux avoir deux personnes, l'une pour proposer Bernard Bourdeau et Tam pour l'appuyer? Donc, Bernard, je vais prendre un peu de notes parce que c'est vrai, on n'a pas pensé à ça, mais c'est un secrétaire archiviste. Donc, c'est enregistré. D'accord pour la prise de notes ultérieure. OK, excellent. Merci. Donc, on va passer maintenant à l'adoption du procès-verbal du 12 septembre dernier, donc qui était notre dernière Assemblée générale. Vincent, tu peux en faire la projection, s'il te plaît. On va défiler, là, comme on le fait à l'accoutumée, les pages. Si jamais vous voyez des coquilles ou des précisions, s'il vous plaît, nous le signifier. Et ensuite, on va procéder à cette adoption. Donc, page 1. Page 2. Page 3. Rappelons qu'on était sur la réforme de l'assurance emploi. Page 4. Merci. Page 5. Page 6. Et la page 7. Est-ce que je peux avoir, donc, parmi les personnes qui étaient présentes, David
et Vincent pour procéder à l'adoption de l'ordre du jour. IMTA 1751, Vincent? Hein? Excellent. Donc, ça nous emmène maintenant au point suivant qui sont les élections. Donc, vous le savez, là, en vertu de nos statuts et règlements, il y a 2 fonctions en ce moment. On est 13 sur le bureau de direction. Les statuts prévoient un bureau de direction à 15 personnes. Cependant, les 2 postes qui sont en élection, qui reviennent et qui devraient être comblés prochainement, sont en vertu de nos statuts dédiés à des militants, parce que ça nous donne une forme de parité et en représentation du nombre de militants dans nos statuts. Notre ancien pourcentage de autour de 40 %. Je dis souvent à la blague, quand il y en a une, il y aurait probablement lieu de revisiter là, ce chiffre-là. C'est ce qu'on va sans doute faire prochainement, parce que c'est probablement que les statuts, disons, dans le milieu de travail, probablement un peu proche du 5 %. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas reçu de lettre d'appui pour ce mois-ci. Donc, le poste de vice-président pour le secteur de la Rive-Sud, Longueuil, sera en élection à la prochaine Assemblée générale, ainsi que le poste de directrice. Ça ne sera pas au mois de novembre, parce que je le dis tout de suite, on a une assemblée d'orientation. Je vais vous en parler en conclusion. Statutairement, il est prévu qu'on ait une assemblée d'orientation une fois maximum par 18. OK. Alors maintenant, en 5, acceptation des lettres de créance. En fait, on en a reçu, je ne sais pas, Vincent, si tu es en mesure de la projeter, on a reçu une seule nomination qu'on va faire qui vient des cols blancs de la Ville de Montréal, le SFP 429, et le nouveau délégué qui est Jean-François Rouleau, à qui on veut souhaiter la bienvenue. Tu es là? Bienvenue, Jean-François, merci d'être venu. Très content que ce soit des nôtres. Excellent. Donc, maintenant, je vais passer immédiatement au rapport du bureau de direction. Alors, ce soir, on est très, très content. C'est une discussion qu'on avait depuis quelques mois. On va faire une place à Mélanie entre nous deux. Est-ce que le fil, c'est comme que je vais vous présenter quand même. On va faire ça correctement. Attention, Mélanie, notre plateforme n'est pas très grande. Et pour des raisons de santé et sécurité au travail, on veut que ça se passe bien. Voilà. Donc, Mélanie Bosby est responsable de la vie associative au Fonds commun pour la transition énergétique. Elle a participé à la coordination du processus d'élaboration de la feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité dans le cadre du projet Québec ZEN, zéro émission nette. Elle milite au sein de différents groupes en faveur de la transition socio-écologique, notamment au MEAC, qui est le Mobilisation Environnement Antique Quartier-Ville, avec qui on organise normalement des événements autour de la date du 22 avril. Et c'est un groupe de citoyens qui est préoccupé par les changements climatiques et la transformation à l'échelle du monde. Elle est également active au sein de la coalition Sortons la Caisse du carbone, qui fait pression pour que la Caisse de dépôt au placement du Québec désinvestisse au niveau des énergies fossiles. Elle est titulaire d'un doctorat en biologie à l'Université et elle a complété un micro-programme en enseignement au postsecondaire. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci qu'on m'a donné un micro, bien sûr. Nous sommes pas très à l'aise avec ce terme-là. Moi et Mélanie, comme vous le savez, on se connaît, donc c'est correct. Ça...
Je vais juste attendre que la présentation commence. Mais bonjour, je vais présenter le programme de la transition énergétique. J'habite dans le quartier aussi. Donc, chez nous, je sais que c'est pas juste des gens du quartier, des gens de Montréal, du Sud et du Nord aussi. Donc, content d'être avec vous ce soir. Donc, le programme de la transition énergétique, c'est. Est-ce que tu veux que je. Je vais y aller quand même. Donc, c'est une coalition qui est formée par environ 85 organisations. Et on a vraiment les grandes centrales qui sont avec nous, qui ont la plus grande représentativité en termes de membres des organisations-là. On a aussi beaucoup de comités citoyens qui représentent environ la moitié des organisations. Il y a les ONG, les grandes ONG au Québec, comme la Fondation David Suzuki Équiterre et Greenpeace sont là aussi. Il y a des gens du communautaire, du secteur de défense des droits des femmes, de la santé, de l'agriculture. Donc, c'est un groupe très, très, très varié. C'est tous des groupes qui veulent contribuer à la transition énergétique, la transition pour plus de justice sociale. Moi, je suis ici, j'ai envie de présenter le projet. On m'a demandé de présenter le projet Collectivité Z, mais je suis là aussi pour vous écouter. Je veux savoir le son de je veux savoir à qui je parle. Fait que je vais commencer par un petit questionnaire pour voir où vous vous situez. Donc, qui ici pense qu'il y a un problème avec l'environnement? Quand même, vous êtes représentatif de la société. Environ 86% des gens, non, c'est même plus que ça, donc j'ai rien dit. Les changements climatiques, qui pense que c'est une affaire d'écolo? C'est les écolos qui devraient s'en occuper. C'est pas juste les écolos, même s'ils en parlent beaucoup. Qui pense que beaucoup de personnes dans le monde vont être affectées par les changements climatiques? Après l'été qu'on a passé, c'est évident. Qui pense qu'il est urgent d'agir pour ce problème-là? À l'échelle du Québec, c'est 82% des gens qui pensent qu'il est urgent d'agir. Est-ce que. Ah, OK. Vous pouvez monter le son aussi là-bas. Je vais parler plus dans le micro, c'est correct. Puis, qui pense que beaucoup de personnes au Québec vont être affectées? On va tous être affectés ici au Québec aussi. Est-ce que vous pensez que votre famille, vous et votre famille, allez être affectés? Quand même, oui. Puis, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose pour lutter contre la crise climatique et le changement climatique? Mon Dieu, ça nous motive, informer, c'est super. Donc, vous aimeriez en faire plus pour l'environnement. Donc, les changements climatiques, je pense que je n'ai pas besoin de trop vous expliquer, mais je veux juste m'assurer qu'on parle bien de la même chose. Donc, il s'agit d'un problème qui est grandement causé par les énergies fossiles. 72% des GES au Québec sont causés par la combustion de charbon, d'effectueurs de gaz, qui font du CO2 ou du méthane, d'autres gaz à effet de serre, qui fait réchauffer la planète, qui a toutes sortes de conséquences sur l'environnement et sur les humains. Donc, si je vous demande de me donner c'est quoi les activités humaines qui font, donc, dans lesquelles on utilise le pétrole, le charbon, le gaz, est-ce que vous êtes capable de les identifier? Parce que si on va juger sur le problème, c'est important de le comprendre. Transport. Génération, on a quand même un petit pourcentage de centrales thermiques ici. Oui, ça n'émet pas nécessairement directement, mais ça consomme beaucoup d'énergie, puis notre production énergétique peut émettre autre chose. Mais quoi? L'agriculture aussi, mais là, on n'est pas. Tu viens juste d'arriver, on parlait aussi que c'est beaucoup un problème d'énergie, mais en effet, dans le secteur de l'agriculture, des déchets aussi, c'est des secteurs émetteurs, mais ils ne consomment pas nécessairement tant que ça d'énergie, parce que ce n'est pas nécessairement la question. Donc, il y a le transport, vous l'avez nommé, ça vient rapidement au Québec, c'est la promotion d'émissions. L'industrie, donc la production de toutes sortes de choses. On a besoin d'énergie, puis souvent, dans les procédés qui utilisent la température, on a besoin de ces énergies fossiles pour générer la température. Dans le bâtiment, ça n'a pas été nommé, mais le chauffage au gaz aussi, ça, c'est une source d'émissions. Donc, ça, c'est des bons un petit peu. Les conséquences, je pense que je vais bien sensibiliser, je vais passer là-dessus plus vite, plus
On a parlé qu'on veut agir pour l'environnement, mais moi, j'entends, même je travaille avec des experts, des gens qui fassent la transition, des passionnés, j'entends tout le temps, je suis pas sûre que j'ai les compétences pour faire ça, je suis pas sûre que je comprends tout, je suis pas sûre que je suis un expert, que je maîtrise assez. Je voudrais juste me débarrasser de ce contexte-là. Tout le monde là, il y a une raison pour ça, c'est que c'est des problématiques complexes qui touchent à beaucoup, beaucoup de domaines, pour lesquels il y a des solutions, où il faut travailler tout le monde ensemble. Il n'y a personne qui a toute la réponse à lui tout seul. Et vous n'avez pas besoin de tout savoir pour agir sur le climat. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous êtes un expert de votre milieu, soit de votre milieu de vie, votre milieu de travail. C'est vous qui connaissez mieux ces éléments. Donc ça, je veux juste vous débarrasser de ça, de ce sentiment d'imposteur-là qu'on a parfois. Vous avez des connaissances, des expériences, vous êtes capable de comprendre, surtout si vous vous mettez en groupe pour regarder la situation, vous êtes capable de trouver des solutions. Vous avez pas besoin d'être parfait non plus. Personne n'est parfait. Et que juste vous dire que vous êtes des acteurs, vous êtes des acteurs importants. Beaucoup d'outils et puis de choses pour agir. Donc, on va y aller, ça avec des actions pour le climat. On va y arriver au projet collectif. C'est ça, j'ai quand même y arriver. C'est quoi des exemples d'actions pour le climat que vous connaissez? Yeah. Parle-moi de ça. Ça, c'est un gros morceau. C'est quoi? As-tu d'autres exemples? Pardon? Les investir dans les énergies fossiles, c'est excellent. C'est un super bon goût. Oui, ça c'est sûr que de réduire les choses jetables, d'utiliser les choses utilisables, ça fait partie de certaines solutions. Deux, trois autres peut-être encore? C'est des solutions, deux autres encore? C'est tous des super bons exemples. J'ai passé la partie de ce que vous êtes d'accord. Mais moi, j'amènerais quelques petites nuances à ce qui a été dit. Donc, des changements, c'est des grands changements qu'il s'agit. Ce n'est pas des technologies, ce n'est pas des changements juste cosmétiques. Des grands changements pour arriver à financer des transports collectifs, changer le mode de transport. C'est des changements profonds, des changements d'habitude. C'est pas, ça se fait pas dans un claquement des doigts. Comment ça arrive, le changement? C'est quand on décide qu'on les fait collectivement. Donc, il y a certains exemples de choses qui ont été nommées qui relèvent plus du comportement. C'est tous des bons comportements. Quand on parle de couche lavable, par exemple, c'est des super bons comportements. Mais si on se contente juste dans notre cours, on est pas maintenant, c'est-à-dire que couche lavable, c'est bien. Un programme pour soutenir l'utilisation des couches lavables, c'est mieux. On peut une couche un petit peu plus loin dans l'action collective. Je pense que j'ai pas besoin de tout vous expliquer. Vous savez, c'est quoi l'action collective? C'est ça que vous faites à tous les jours, mais en environnement, c'est la même chose. Fait que ça, je l'amènerai en soutien si on en a besoin plus tard. Fait que le projet collectif Cézanne, c'est un projet d'action collective, mais à l'échelle des territoires. Donc, le territoire, ça peut être un arrondissement, on va dire collectif Cézanne dans Antique, et là, c'est à l'échelle d'une ville, il y en a une à Laval, il y en a une à Québec. Ça peut être à l'échelle d'une région, il y en a une au Saguenay, il y en a une à Gaspésie. C'est les citoyens qui décident du territoire sur lequel ils vont agir. C'est une collectivité sur un territoire qui mène une démarche de transition juste vers la carboneutralité et la résilience. Donc, comme on le fait avec toutes les actions que vous avez dit, mais on dit c'est un défi, c'est pas juste une personne qui peut faire ça. Les actions les actions ont des misères à arriver. Des fois, c'est parce que les gens ne comprennent pas, des fois, c'est parce qu'ils pensent qu'on comprend pas, puis il y a beaucoup de lacunes. On a besoin de s'organiser collectivement pour mettre ces solutions-là en place. Et une collectivité zen, c'est un groupe comme ça, d'activement d'organisation, on l'explique plus tard, mais qui se dote d'une stratégie. Donc, qui réfléchit, c'est quoi la stratégie? Comment on fait sur notre territoire pour atteindre la carboneutralité? Puis là, qui va éventuellement
regardé dans un calendrier déjà. Et là, c'est un beau projet. Je vais prendre l'exemple de boutique activiste. On est ici, c'est mon groupe que je connais bien, je vais vous l'expliquer, mais il y en a plusieurs autres modèles qui varient au travers du Québec. Donc, il y en a celui de boutique activiste, il y en a une à la Chine, celui de Saint-Jean, Québec, je les ai nommés, il y en a une à Laval, il y en a une dans la MRC de l'Assomption d'Audrey, deux MRC aussi, deux MRC, il y en a une au modèle chinoise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un groupe qui se mobilise. J'ai vu que plus on peut raconter des histoires qui allaient avec des points super communs. Mais tu sais, comme par exemple, dans le cycle, la mission qu'on s'est donnée, c'est de rassembler, de soutenir, d'encourager les organisations et les populations du quartier pour élaborer et mettre en œuvre une démarche accessible de transition socio-écologique structurante, juste et à l'image des communautés. Plus simplement, notre mission est de faire fleurir ensemble la transition. C'est un peu abstrait, mais je pense que vous comprenez quand même l'idée de ce méthode. Donc, c'est un lieu, c'est un endroit où on va discuter de qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait. On va essayer d'influencer les normes sociales, d'être local dans les médias locaux, les médias nationaux, pour parler de transition. Les gens ont besoin de rencontrer, ont besoin de voir des modèles de gens qui sont en transition. Je sais pas nous, et moi, entendre parler des changements climatiques, je travaille là-dedans, c'est sûr, mais j'en entends tout le temps parler. C'est quoi les sentiments que ça génère? Impuissance, frustration, quoi. Éco-anxiété, ça peut générer de la colère, c'est pas super le fun. Quand on parle de solutions, c'est beaucoup plus mobilisant. Quand on entend des gens qui sont par exemple dire moi, j'agis sur le climat, venez-vous-en avec moi, ça génère vraiment un différent style d'émotion qui est beaucoup plus mobilisant, qui nous sort de cette espèce d'affaire-là de ah, sais-tu, j'ai pas trop envie de parler aujourd'hui, c'est pas super le fun, je fais le pas bien, puis j'ai pas besoin de ça. C'est quelque chose qui est vraiment mobilisant, qui nous donne de l'émotion. Fait que, donc, la transition, mettons que c'est une démarche en 5 étapes. Ça prend assez une planification stratégique, donc des organisations. Il s'agit de voir, de développer le projet, d'avoir un état des lieux, où est-ce qu'on en est présentement, puis où on veut aller. C'est pas si simple que ça. Il y en a qui disent que c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer quelque chose qu'on va mettre en place. Ça prend du temps, ça prend de l'intelligence collective. Travailler sur la vision, où est-ce qu'on veut aller, et après ça, de réfléchir aux étapes qui nous mènent là. C'est quoi les leviers qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va arriver, puis souvent, les gens, quand on n'a pas les leviers, on se dit, peut-être qu'on peut s'aligner avec d'autres collectivités, personnes, ou que ça arrive, tu sais, comme forme du financement dans les initiatives, c'est moi ici dans le qui peut faire ça, mais peut-être que c'est quelque chose que si on constate tout que c'est un problème, on peut s'y mettre tout le monde ensemble. C'est quoi les chemins, les actions dans notre collectivité, de façon vraiment encore plus large collectivement. Et après ça, de se doter d'un plan. Qu'est-ce que nous, c'est quoi notre place là-dedans? En travaillant au Front commun pour la transition énergétique, je vous dis, il y a vraiment plein de groupes qui ont des compréhensions très différentes, des capacités d'agir sur des points de cette catégorie qui sont des groupes qui veulent organiser une manifestation, des groupes qui sont dans l'éducation. J'entends beaucoup ça dans les syndicats. Et nous, on dit, nos membres, 500 000 personnes, et c'est dur. Des fois, ils sont pas tous à la même place. Il y a de la sensibilisation à faire de l'éducation. Ça fait partie de. Donc, autour de la table, il y a des gens qui prennent différents bouts de l'opinion. Il y en a qui disent, moi, je suis capable de faire de la représentation pour du gouvernement. Et moi, donc, on essaie de tout mettre ensemble, de voir avec les acteurs qui sont autour de la table, c'est quoi que nous, on est capable de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire juste à nous. Puis après ça, ça va être la mise en œuvre. Puis là, on est dans les premières étapes. On est dans la deuxième année, donc il y a 4 collectivités la première année, 4 collectivités la deuxième. Puis on essaye d'explorer la démarche PDCO, de formaliser ça, puis d'outiller les projets. C'est d'autres collectivités après qui veulent se mettre en action. Ils sont outillés les premières, parce que je vous avoue que la transition, les personnes qui l'ont déjà fait, et qu'on arrive là-dedans, c'est pas facile, on se dit tatouer, comment on fait pour amener les gens autour de la table? C'est quoi la structure qui est idéale avec tous ces gens-là tellement. Donc, on documente cette démarche-là, puis on essaye de créer des outils. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Donc,
souvent dans le cycle, mais c'est toutes les. Donc, ici, c'est les porteurs. Donc, ceux qui se réunissent le plus fréquemment, des réunions pour structurer la démarche. C'est comme ceux qui vont gérer un chargé de projet dans chacune des collectivités, puis qui réfléchissent à qu'est-ce que la prochaine étape, qu'est-ce qu'on peut faire au monde, où est-ce qu'on en est, puis on organise. Après ça, en bas, il y a des organismes de soutien. Et en bas, c'est toutes les organisations qui participent aux associations pour faire avancer la démarche. Mais est-ce qu'on en est, c'est quoi la prochaine étape? On organise des événements aussi, puis là, c'est quoi savoir. Je suis certaine que vous vivez ça aussi. Quand on organise des choses ensemble, il y a des gens qui aiment ça réfléchir à la stratégie, il y a des gens qui disent hey, l'action, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a toute une tension entre ces deux affaires-là, avoir une réflexion, voir les choses venir, mettre des choses en place, puis faire des choses concrètes. Fait que, avec ces gens-là, on organise par exemple une foire des possibles à l'automne, qui est un moment où on va rassembler tous ces partenaires-là, rendre ça visible pour la population. Puis là, ça met les gens dans le concret. Ça fait qu'on apprend à se connaître aussi parce que c'est des choses concrètes. C'est plus mobilisant que de la théorie ou que de la réflexion. Mais tous ces gens-là font partie d'une façon ou d'une autre de la démarche. Ils vont donner des outils à un moment ou à un autre de la démarche. Donc, pour notre organisation à nous, mettons, c'est un exemple, mais c'est les co-porteurs au milieu, qui sont, comme je disais, ceux qui organisent la démarche. Les partenaires, bien, ils sont là de façon plus engagés que d'autres membres plus grands. Et après ça, il y a les amis, donc les gens qui nous suivent, qui nous événements, tout ça, mais ils ne sont pas nécessairement dans l'action avec nous, mais ils nous suivent, ils entendent parler de nous, diffusent ce qu'on fait, puis ils essaient de faire des liens aussi. Donc, il y a différents niveaux d'engagement. Ça, c'est des photos de la foire de cette année. C'est juste un exemple avec ça. Mais je dirais que, comme je disais, on est dans les premières étapes. Donc, ça, c'est le genre d'action qui rend les choses plus concrètes, qui permettent de se mobiliser, qui permettent de se mettre ensemble. Puis, après ça, quand on va arriver au plan, on n'est pas encore là. Mais c'est certain qu'il y a des enjeux qui sont les mêmes qu'à l'échelle du Québec. Il y a les transports, ça ressort, il va y avoir des enjeux d'alimentation, puis j'en reviendrai d'en parler quand on aura un petit peu plus de concret autour de ça. Mais c'est sûr que ces enjeux-là sont des acteurs de mobilité durable qui, eux autres, poussent sur le terrain. Puis je peux peut-être donner quelques anecdotes de choses qui sont arrivées concrètement parce que vous dites, c'est soit en haut, c'est dans la main, puis il parle. Il parle de la main, puis il pète des nuages. Il y a des choses concrètes qui arrivent. Puis après ça, je vais revenir plus largement à la démarche des collectivités. On peut mentionner avec la discussion si vous avez des questions. Mais par exemple, dans cette démarche-là, ça a mené pas mal de monde à constater qu'il y a des gens qui travaillaient sur les mêmes enjeux. Des gens qui travaillaient sur les mobilités, il y avait une association de mobilité active, il y avait un groupe de défense des cabines de cyclistes, il y avait un groupe citoyen. Puis là, on commence à brasser un peu ensemble. C'est intéressant de s'organiser. Là, on se rend compte que, par exemple, le SUS du nord de Montréal, c'est un gros générateur de déplacement. Puis on se rend compte que le Cégep Politique aussi, c'est un gros générateur de déplacement. Il y a des syndiqués, puis il y a des organisateurs communautaires. Puis là, tout à coup, on commence à se parler, puis avoir une vision un peu de ce qui se passe. Puis il n'y a pas de piste claire qui se rendent comme il faut au Cégep. Il y en a une, mais bon, ça va pas partout, c'est pas parfait. Puis le SUS commence à être avec nous. On a commencé une démarche aussi à l'interne pour réduire les GES. Il y a comme un effet d'entraînement de tous les gens qui entendent parler de ça, puis qui se disent, on se pose des questions, puis nous, qu'est-ce qu'on fait? L'effet d'entraînement, qui fait partie des porteurs, mais avant, s'occupait plus des enjeux privés, dans l'espace privé. Je peux faire du savon écologique, je peux faire du recyclage, tout ça. Puis tout à coup, il commence à dire, un niveau de plus, on va s'engager là-dedans dans la démarche, puis dédier les ressources à ces réflexions-là, puis à diffuser ces informations-là. On a la table de quartier aussi qui s'est jointe. Avant, il n'y avait pas de chantier de transition. L'environnement, ça faisait pas partie de nos enjeux. Là, maintenant, il y a une personne qui fait le lien avec les chantiers d'alimentation, qui fait un lien avec les autres chantiers, puis qui nous amène des informations, puis qui est là aussi quand on organise des événements, puis qui amène d'être de haut. Fait que, donc, c'est de l'énergie pour animer la conversation. C'est super important pour le changement social. Donc, la transition, c'est vraiment une démarche de changement social. Ce n'est pas juste remplacer de l'énergie sale par de l'énergie propre. Il faut réaliser tout le monde ensemble. C'est quoi tous les défis qui nous attendent, puis apporter, trouver des solutions ensemble. Tout ça, c'est positif, à la fois pour l'imaginer, pour le faire arriver, mais c'est positif aussi parce que les gens, quand ils parlent de ça, puis
qui s'approprient de trouver des solutions qui sont beaucoup plus ancrées après ça, s'approprier ces solutions-là comme positivement au lieu d'être en commun. Fait que, je peux choisir combien de temps, mais je vais finir. Donc, pour revenir en gros à la démarche des collectivités, c'est une démarche pour fédérer des gens sur des territoires, se parler, se connaître, comprendre ce qu'on fait mutuellement, mieux travailler ensemble, se coordonner, collaborer pour mettre des démarches plus efficaces sur le territoire. Ça nous permet d'engager des steps toujours plus grands. Donc, il y a des gens qui entendent parler de ça, ça permet d'avoir un plus grand impact. Hein. Je ne sais pas si le travail de cohésion, vous avez peut-être participé dans ce travail de cohésion, les syndicats font beaucoup ça dans toutes sortes de cohésion. Ça permet d'amplifier les voix, ça permet de mieux comprendre les enjeux des autres, de nous-mêmes mieux les comprendre et se les approprier. Ça permet d'expliquer nos enjeux aussi aux autres, parce que des fois, on a l'impression qu'on se comprend pas. Ça permet d'amplifier cette vision-là qui est partagée, qui est une vision qui est plus robuste parce que plus de gens l'ont regardé, parce qu'on comprend mieux les enjeux. Ça permet de la ça permet de construire une vision de la transition. Comme on dit, c'est quand même pas facile. Moi, je peux vous dire, on a élaboré une feuille de route au Front commun pour la transition énergétique. On a 85 organisations qui ont participé. On a mis tous les gens autour de la table pour parler de transition. Puis il y en a qui sont vrai, les transports sont super ferrés pour les transports. Puis après, quand on dit, ben oui, il y a des mesures, des fois, là, qui affectent les plus vulnérables. Tu sais, quand tu décides de les mettre en place, là, ça va affecter les plus vulnérables. Qui n'avaient pas conscience de ça. Donc, les gens, ça leur permet de comprendre comment ils peuvent amener des mesures qui tiennent plus compte des mesures de justice sociale. Dans la transition aussi, donc, il y a beaucoup de syndicats qui étaient là, qui nous ont amené les enjeux, qui nous ont amené le fait que quand on parle des travailleurs, travailleuses dont l'emploi est menacé par la transition, directement, ces travailleurs sont très chauds à l'idée de faire ces changements-là. Donc, comment on fait, comment on tient compte de ces réalités-là dans les choses de propositions qu'on a, comment on fait, comment on dit, comment on porte ensemble que la transition, il faut qu'elle accompagne les travailleurs et travailleuses qui sont affectés sur le territoire, qu'elle accompagne les personnes plus générales aussi, qu'on s'assure d'avoir un filet social suffisant, que les mesures soient bien designées pour pas détecter. Donc, c'est un travail de co-construction d'une vision. C'est une démarche dans laquelle chaque organisation a toujours son autonomie. On essaie de mettre les forces ensemble. Ça permet aussi, quand les gens se joignent, les organisations qui se joignent, ça permet de savoir ce qui se fait, de ne pas réinventer ce qui se fait déjà dans le cas. De s'arrimer avec ce qui se fait déjà. Puis, c'est ça. Donc, en étant un chantier, à un moment donné, ça s'appelle un chantier. Ça permet d'être ensemble comme et que je terminerai avec ça. Ouais, c'est pas si mon adresse. De fonds qui soutiennent ce travail-là. Je n'ai pas eu le temps de les mettre ici, mais je voulais porter à votre attention aussi que le Front commun fait ce travail comme ça sur le territoire. Il y a aussi un projet qui s'appelle Transition Juste en chargé de projet. Il y a 4 projets qui ont été. Donc, c'est un peu le bébé du projet des collectivités îles, où on essaie d'accompagner des milieux de travail. C'est ce que ça s'appuie. Il y a eu 8 projets qui ont été soumis. On a une personne chargée de projet qui aide avec un genre de démarche comme celle-là, comment on met l'intelligence collective au sens de la transition, comment on aide à dégager des heures de personnes syndiquées, des choses en place, des super beaux projets. C'est dans le pays, c'est dans le but plus facile. Donc, comment le cégep peut faciliter la prise du transport collectif pour les gens qui veulent le prendre? Comment on aide à ces changements-là? C'est sûr que c'est facile. Il y a des projets avec les syndicats. Les syndicats, quand même, si on parle de transition, ces changements-là, la discussion, voir les soutiens dans cette démarche. C'est probablement la dernière chose que j'avais à dire dans la présentation. Et après ça, je pense que c'est un petit peu de discussion.
Merci beaucoup, Mélanie, pour ta présentation. Si vous avez des questions ou des demandes de questions, des commentaires, c'est le moment de le faire au micro. Juste peser sur le mute, Alain, s'il te plaît, et parler directement au micro. Là. La lumière verte devrait s'allumer normalement. C'est ça assez longtemps. Ça s'allume-tu? Je peux parler bien fort. Ça y va? OK. Non, parle bien fort. Oui, simplement pour rappeler, moi, c'est Alain Guéry, à titre de sécurité aussi, simplement pour rappeler qu'au dernier congrès d'avant, on a apporté des résolutions en matière de tradition énergétique, deux particulièrement, puis appliquées directement dans vos secteurs. Le premier, c'est sur les retraites, inciter vos fonds de retraite à investir ou désinvestir dans le pétrole ou investir dans les énergies pour aider la santé. Simplement, dans le micro, vous posez la question à vos représentants de fonds de retraite. Le deuxième point était tout ce qui est transport en commun, de demander à vos employeurs de rembourser le transport. Pas nécessairement de négocier, le demander de le mettre. Les employeurs peuvent être ouverts à ça parce qu'eux aussi, c'est quelque chose de vendeur et de consommateur. Il y a aussi des transports actifs de réussir. C'est les deux points que nous, comme organisation, peut-être comme moi, je vois que nous, comme organisation, merci beaucoup, Alain. Est-ce que je peux réagir? Oui. Je trouve ça vraiment intéressant parce que tu amènes la présentation était sur les collectivités jeunes, mais tu amènes un peu d'autres rôles que les syndicats peuvent jouer dans la société. Donc, vous avez Frédéric Collin, CPDC 73. Je suis sur un comité de retraite qu'on a avec l'entrepreneur. Malheureusement, je pense qu'il va falloir trouver un changement législatif parce que les règles actuelles de Retraite Québec font qu'on ne peut pas juste dire faut se désinvestir dans le carbone parce qu'on veut sauver la planète. Malheureusement, les règles de Retraite Québec nous obligent à penser en termes de bon fiduciaire du fonds de retraite. Et ça, malheureusement, c'est comme une neutralité supposée qui sert d'excusation à la planète. On continue d'investir dans des endroits qui sont profiteurs et rentables. Et on va se dire aussi, peut-être qu'on investit au Canada dans quelque chose qui s'appelle c'est soit des banques, soit du pétrole. C'est pas mal ça, là. Mais c'est pas mal des banques et du pétrole qui ont investi au Canada. Vous verrez ça. Posez des questions dans vos assemblées de retraite, au régime de retraite, savoir c'est quoi les investissements canadiens au juste, ça sert juste à détruire en essayant de pallier notre compréhension. C'est bon de poser des questions, mais ça va prendre un jour. Oui. Laquelle? Alors, il y a un niveau, on a dit que finalement, privilégier les
intéressé dans des entreprises qui, même si c'était une intention ou une certaine implication pour jeter la famille. Gaz méthane, il y a du verre, il y a 1% de gaz bio dans le tuyau qui est rendu vert. Ça sent où avec un avion comme ça? Ah, mais c'est pas nous autres qui faisons ça. Il y a un autre mécanisme qui fait que les cheveux diminuer notre investissement. Là, à l'époque où sur la Terre, on était à 1%, on diminue, mais ça, c'est pas 1%. C'est comme un serpent, c'est bien difficile. Bernard? Je vais tester l'arrondissement. Parce qu'il y a une couple d'années, je suis allé à une soirée où on avait invité un groupe d'ingénieurs de Brompton qui était venu parler de leur projet qu'ils avaient amené pour le recyclage du verre. Et ça avait été quelque chose de très intéressant. Et déjà, j'avais vu les citoyens de l'arrondissement se réunir et de pouvoir mettre en place un programme. Parce que je travaille dans la usine au Québec qui a besoin de verre recyclé pour faire de l'eau. Merci. Moi, j'aimerais juste, aussi, on parle souvent de recyclage. Je pense que vous êtes un bon groupe, vous êtes quand même bien informés, vous êtes à l'affût de ce que c'est l'action collective, tout ça. Mais souvent, quand je fais des présentations où je parle de ces enjeux-là, changement climatique, la première question que j'ai, si je demande des solutions, les gens disent le bac de recyclage. On peut recycler. Là, je dis, moi, j'aimerais ça l'amener. C'est vraiment important que ce qui arrive au bout de la ligne, ce soit recyclé. Et le problème, c'est que toutes les émissions, oui, c'est ça, vous voyez la diapo, j'aime bien quand ça peut appeler parce que, voilà. Fait que, tu sais, mettons, qu'est-ce qu'on utilise, mettons, un bâtiment quand on l'utilise, la façon que ça a un impact sur l'environnement, c'est juste l'extraction des matériaux. Tout ce qu'on prend pour faire une maison, et tout ce qu'on prend pour faire ce qu'il y a dans notre maison aussi, ça prend des matériaux pour être transportés, analysés, puis ça, on va finir par les acheter. Toutes ces étapes-là, ça fait au début et à la fin, ça a un impact sur l'environnement. Quand on extrait des ressources pour couper des arbres, on extrait du pétrole, ça a un impact. Quand on jette des déchets dans la nature, ça a un impact sur l'environnement. Mais à toutes ces étapes-là, extraire des ressources, les transporter, les transformer, puis les utiliser, comme une nature, c'est quand même de très d'énergie aussi. Utiliser un bâtiment, c'est quand même énergie pour réchauffer. Donc, tout ça, chacun de ces étapes-là, on utilise de l'énergie, on utilise des ressources. Et quand on arrive, tout ça, ça va des impact sur l'environnement. Et quand on arrive au bac de recyclage, on est à la fin complètement. Donc, tout dans l'amont de ça, il y a eu des émissions pour extraire, utiliser, transformer des choses. Fait que, moi, je vous félicite, je trouve que vous répondez bien à la question du recyclage, mais juste se rappeler que c'est pas tout, vraiment en amont aussi, le projet. Merci beaucoup, Mélanie, pour ta présentation. Ça nous montre qu'à l'échelle humaine, oui, à l'échelle locale, en fait, ça nous montre que les citoyens et citoyennes peuvent s'approprier de tels enjeux. Je pense que bien expliqué, des fois, on est mal à l'aise partout le pays. En fait, se connecter, j'ai bien aimé ton exemple du CIUL du nord de l'île, ainsi que du cégep politique. Et comme je le disais dans le jeu, vous êtes un meilleur, notamment, chaque année, notamment. On retrouve la présentation sur le structure Merci beaucoup, Mélanie, c'est fort apprécié. Et continuez votre excellent travail. J'ai compris que Alain, tu étais dans ce comité-là aussi. J'ai compris que vous êtes quand même très actif. C'est nous courant s'il y a des choses qu'on peut faire, des activités. Je sais que la foire, cette année,
quand on m'en a parlé, puis je ne me rappelle pas c'est quoi, là, ce samedi-là, je me rappelle qu'il y avait une autre activité syndicale simultanément. Là, je sais que c'est un samedi après-midi, là, mais c'est sûr que ça va nous intéresser de participer. Donc, si vous me permettez, amicalement, on va, oui, parce que je vois que nos invités sont là, ils nous attendent. J'allais les taquiner en disant, je vois que vous êtes des jeunes hommes comme moi, donc content de vous avoir avec nous, mais plus sérieusement, c'est pas souvent qu'on a la visite de militants continents de pays du Sud global, notamment du Chili dans ce cas-ci. Donc, on est très, très heureux de vous compter parmi nous. Je vais essayer de vous faire honneur et de vous présenter adéquatement. Donc, on a José Pérez Débéli, qui est le président de l'ANEF. Il n'est pas là, José. Donc, je reconnais Osvaldo parce qu'on se connaît. Osvaldo, je te salue. Je suis très content de te voir. Je vois que tu as l'air en grande forme. Alors, content de te voir. On a travaillé ensemble dans le passé sur certains dossiers. Merci d'être là. Alors, ce que je comprends, donc, c'est Oscar Ortiz et Carlos Flores. Vous êtes les deux qui êtes présents. Vous venez vers l'avant, s'il vous plaît. Vous représentez la Fondation Clotario Blest, qui est un syndicaliste qui a été le fondateur de l'ANEF en 1943 et de la CUT, Centrale Única de Chili, qui a été dissoute par la dictature fasciste. Et la Fondation cherche à promouvoir la figure de Clotario Blest avec un film de sa biographie. Je rappelle que la Fondation Salvador Allende Montréal invite ses dirigeants dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de l'arrivée des Chiliens exilés au Canada et de la mort tragique du président Salvador Allende. Donc, à vous, bien entendu, bienvenue. Je vais m'en aller vers le bout de la table. Je vais vous laisser le centre. Comme ça, vous pouvez faire votre présentation. Je vous remets le micro immédiatement. Bienvenue. Bienvenue. Merci de vous avoir avec nous. Donc, je vous remets le micro qui fonctionne. Voilà. Est-ce que vous voulez attention à la chaise, hein? Oui. Alors. Tu vas faire la traduction? Excellent. Merci beaucoup. Compañeras y compañeros, buenas tardes. Saludando a su congreso, a los delegados, muy importante para de alguna manera poder lanzar esto. Oui, ça fonctionne. Allô, allô? Oui. Alors, première chose que je veux, c'est vous saluer tous les délégués qui sont ici présents et, au niveau régional de la FDQ. Pour nous, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Una aclaración, sí. Está mencionado, primero que nada, el compañero presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales de Chile, que representa a 500.000 de personas. No pudo venir porque en este instante en Santiago, en Chile en particular, hay bastantes conflictos laborales. Los trabajadores aéreos, salud, educación. Concernant le président de la fonction publique de Chili, du syndicat de la fonction publique, il n'est pas ici présent aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'était un problème de visa du gouvernement canadien. Et deuxièmement, parce que c'est devenu trop long, à un moment donné, aussi, il y a les conflits des grèves qui secouent présentement la fonction publique au Chili. Donc, il a décidé de canceller définitivement la possibilité pour le moment de venir ici. Donc, il ne se trouve pas ici avec nous aujourd'hui. Mais M. Ortiz, qui représente la fondation Clotario Blest, Clotario Blest était un ancien syndicaliste qui était le fondateur de l'Association nationale des employés publics au Chili et aussi un des fondateurs de la Centrale unique des travailleurs de Chili. Alors, lui, quand même, ils sont en contact étroit avec l'ANEF au Chili présentement et il peut parler justement du mouvement syndical et de la situation à ce niveau-là aujourd'hui.
también agradezco a la Fundación Salvador Allende, que en el marco de los 50 años del golpe militar, más o menos conmemorando esta fecha bastante triste. Y también aprovechar, agradecer a las compañeras y compañeros que en aquellos años, 50 años atrás, se jugaron muy fuerte para que recibieran a los chilenos que eran perseguidos. Hoy día, la comunidad de compatriotas es una de las más importantes del mundo. Así que agradeciendo a ustedes y al mundo sindical que salvaron a muchas vidas, compañeros. Aussi, il veut remercier la Fondation Salvador Allende Montréal qui a fait justement possible ces contacts avec eux et leur venue ici à Montréal. Mais aussi, il veut remercier tous les militants et militantes qui ont permis justement qu'on a une communauté chilienne assez active ici au Québec parce qu'ils ont milité, ils ont travaillé fortement à plusieurs niveaux de la société civile, syndicale, religieuse, etc., pour permettre de venir justement les gens qui étaient en danger au Chili. Para los chilenos, ustedes saben, tenemos dos premios Nobel de poesía, Pablo Neruda y la Gabriela Mistral. Resultó muy triste y lamentable, por decirlo poco, cómo se dio ese golpe militar, que afortunadamente Chile tiene que empezar nuevamente a reconstruir el futuro, y creo que ese es el momento de lo que estamos tratando de hacer en este momento en Chile. Et comme vous le savez, on a deux prix Nobel qui sont décédés aujourd'hui, bien sûr, de Chili, Pablo Neruda et Gabriela Mistral. Tous les deux ne sont pas là. Et aussi, comment est-ce que tous commencent à jouer justement au niveau du Chili au début du coup d'État, toutes ces tristesses qui ont envahi justement la communauté chilienne au Chili puis au niveau international. Et aujourd'hui aussi qu'on commence à reconstruire la société civile, la participation politique et démocratique du peuple chilien. C'est un processus encore, c'est pas fini, mais on est là. Alors, on vous remercie justement de pouvoir continuer cet échange avec vous. Una de las consecuencias que nos dejó la dictadura es de que en el año 73 en Chile la afiliación sindical oficial era el 84% de la población laboral, que aglutinaba empleados y obreros. Et au moment du coup d'État, 83% de la force laborale du Chili, des travailleurs, étaient membres, étaient syndiqués. Et la plupart, c'est partie de la Centrale Unique de Trabajadores. Esta Central Única de Trabajadores, como decía yo, aglutinaba obreros en práctica, incluso también en sectores comerciantes, pequeños industriales. Hoy día, 32 años de gobierno civil, solamente hay un 22% de sindicalización. Alors, malgré le grand pourcentage qu'il y avait justement au moment du coup d'État de syndicalisation, pendant 22 ans qui ont suivi justement la dictature militaire, on peut parler seulement aujourd'hui du membership, de 22-23% de la force laborale chilienne qui est syndiquée. Chile había sido durante 50 años, 38, 63, se dieron gobiernos de diferentes estilos, pero había un sistema en el cual un estado de bienestar, salud gratis, vivienda y de educación. Hoy día, el resultado es deplorable y terrible, y no nos olvidemos que Chile fue el primer país que se hizo el experimento neoliberal que después lo tomó Thatcher. Et alors, comme vous le savez, tout le système qui a été mis en place avant le coup d'État, au niveau social, au niveau des services publics, a été complètement anéanti pendant la dictature militaire. Et ça, ils ont mis en place justement, c'était le premier expériment au niveau mondial, le néolibéralisme justement qui a débuté avec Reagan, avec Thatcher au niveau international.
Y esto fue, en pocos tiempos, Chile, una generación, más o menos, entre el 73 al 83, se transformó en un país absolutamente neoliberal, donde todo pasó a ser casi la mayoría de cosas privatizadas. Por ejemplo, la salud lo empezaron a manejar en grupos internacionales que manejaban seguros absolutamente usurarios, y lo otro grave es también los fondos de pensiones, que pasaron a ser privatizados, que Chile tiene una tradición solamente en su. Alors, comme on disait, avec la répression de la dictature militaire, ça lui a permis justement de détruire, d'anéantir toute l'organisation sociale parmi le mouvement syndical au Chili. Et on n'a pas, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi complètement à récupérer, disons, cette destruction massive des services publics. Par exemple, là, le niveau de la santé a été privatisé pendant la dictature militaire au niveau de l'éducation, au niveau des fonds de pension. Donc, on est encore à vivre la récupération dans la mesure du possible de tous ces services publics, mais c'est une lutte qui n'est pas finie encore. No tenemos educación pública, no existe. No existe tampoco salud pública, muy mal, pésimamente mal. Y los fondos de pensiones son administrados por grupos que los pobres viejos terminan en una, más o menos están ganando 150 o 200 dólares norteamericanos. Et on disait au niveau, il n'existait pas vraiment une santé publique. La santé est vraiment en très mauvais état aujourd'hui, la santé publique. L'éducation est devenue privatisée à plusieurs niveaux, il ne s'est pas récupéré, le niveau est descendu aussi. Puis les pensions de vieillesse qui sont vraiment misérables, ça fait que pour une personne qui a travaillé toute sa vie, il va avoir une pension d'autour de $150 américains par mois. Bueno, esos son, en muy resumidas cuentas, compañeros, la realidad que se tiene que enfrentar el mundo sindical en estos momentos, que lamentablemente existe todavía la desunión sindical. Es difícil reconstruir la unidad sindical, ya sea por egoísmo, problemas de diferente índole. Pero ese es el desafío que tiene el mundo sindical. On n'a pas réussi jusqu'à là à reconstruire le mouvement syndical. Il est divisé encore. Puis aussi, il y a très peu de gens justement qui ont accès à la syndicalisation. Donc, c'est tout un processus, c'est toute une lutte qui est même présentement. Por eso, compañeros y compañeros, es importante que nuevamente la solidaridad se haga presente. Y una de las razones que yo agradezco es que el mundo sindical canadiense comprende la realidad chilena y de alguna manera busquemos para poder intercambiar esas experiencias. Y nosotros necesitamos la experiencia de ustedes, porque ustedes deben estar en el mundo. Nosotros estamos en el tercer mundo, eso es una cosa impensable como federalismo. Por eso necesitamos la experiencia de ustedes, porque en Chile, como digo, todavía estamos en el gran problema que es en el neoliberalismo. Étant donné qu'on n'est pas encore sorti du néolibéralisme au Chili, on a besoin des expériences internationales et une des raisons pour lesquelles lui et d'autres personnes du monde syndical sont ici aujourd'hui, c'est justement pour ouvrir des portes à un échange avec le mouvement syndical québécois qui lui permettre peut-être d'acquérir une nouvelle expérience qui peut servir justement au mouvement syndical chilien présentement. Ahora dejo si alguien tiene una pregunta, compañero. Que pueda, compañero, responder. Je vous remercie. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. On essaiera de vous répondre dans la mesure du possible. Donc, je vais saisir l'opportunité pour vous remercier, M. Oscar Ortiz et Carlos. Visa.
Le président n'est pas là. La vice. Et José Pérez. Georges Guil. Donc, c'est Oscar et Georges Guil. Donc, je vais prendre l'opportunité parce que quand même, la personne qui traduit nous permet de comprendre. Alors, M. Guil, merci beaucoup pour votre participation. Je ne peux pas dire juste traduire parce que sinon, ça m'a rappelé que j'aurais dû poursuivre mes études pour mieux comprendre la langue espagnole. Je veux saisir l'opportunité avant d'ouvrir une période de questions pour tout d'abord vous remercier. Je veux saluer la présence, bien entendu, de notre conseiller à la solidarité internationale. Merci Gilles d'avoir été un facilitateur à l'occasion. Je veux saluer la présence également d'une amie, d'une alliée de longue date, Amélie Nguyen, qui travaille au CISO comme en fait directrice depuis de nombreuses années, qui est le Centre international de solidarité ouvrière. Je salue la participation de Vincent également au niveau de cet organisme-là aussi. Donc, tout ça, c'est ce qui permet de faire des liens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je veux juste être sûr que j'ai bien compris. Alors, je vais peut-être passer la glace. J'ai pu comprendre dans la présentation qu'à un certain moment, on avait au-delà de 80% de syndiqués dans les services publics, en tout cas au niveau du travail au Chili. Et là, j'ai compris, là, regardez bien mes notes, je suis capable de me lire, qu'on était dans les eaux de 23%, dans les 20%. Sur combien de temps, la question c'est sur combien de temps cette dégradation-là s'est-elle faite? Est-ce que vous pouvez quantifique esa degradación de esa pequeña retoma? Respecto a la degradación de la fue disuelta después del golpe militar. Muchos de ellos exiliados. La centrale unique des travailleurs de Chine était dissoute par le premier décret de la junte militaire. Et les gens, c'est parti des dirigeants syndicaux, on était persécutés aussi. Pueblo chileno. Sí. Pendant la dictature militaire, qui durait 17 ans, le mouvement syndical a passé à la clandestinité et a lutté à partir de la clandestinité pour se regrouper, et aussi travailler ensemble avec le mouvement de résistance au Chili. Ce qui a permis, effectivement, qu'après la fin de la dictature, la République argentine, il y a commencé effectivement une récupération, une récupération vraiment. Hay una distancia bien. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer cette opération de passer de 22% plus quelque chose qu'on était avant. Donc ça va prendre du temps, mais on ne peut pas le dire présentement. Le mouvement de l'oligarchie, le mouvement des propriétaires, des industries, etc., est très fort pour essayer d'empêcher la syndicalisation au Chili. Et la réforme, justement, n'ont pas du tout favorisé cette possibilité de.
Dernier lieu, vous voulez ça, très conscient de ça. C'est un problème vraiment pas comme travailler de nous. Compañero, agradezco sus palabras de fe y yo en general soy como otros muchos más que ellos saben que confiamos en el mundo sindical. Yo soy un profesor de literatura. Siempre mi corazón está en el sindical, porque el mundo sindical, sin duda, yo lo vi en Chile, que fue capaz de crear ciertos puntos de resistencia. Aussi, maintenant, moi-même, je suis très impliqué au niveau syndical. Et même si je suis professeur de littérature à l'université à Saint-Denis, je continue à travailler volontairement avec le mouvement syndical. Et je crois parce que je l'ai visité et j'ai vu justement les niveaux, comment ils se sont donnés justement, complètement une personne, la lutte, la compétition de l'université. Oui. Ce qui est remarquable, Osvaldo, dans ton témoignage, tu parlais de 1974, il faut quand même réaliser ce qu'on dit. 49 ans plus tard, tu es au
au même endroit, ben, pas au même endroit, dans la même structure. Je vais m'exprimer comme il faut, effectivement, pas du tout au même endroit. On n'est pas au 10 de Liège et au 30 Saint-Pierre, comme à l'époque, mais je pense que ton témoignage montre la pérennité d'une organisation comme le Conseil du travail. D'abord, effectué en 74. Défense. Un comentario. Primero que nada, eh, una cosa que quiero agregar. Et je veux remercier le camarade parce qu'il représente l'esprit, la résistance au niveau syndical. Il faut maintenir pour empêcher justement qu'ils détruisent nuestra république. Y quiero recordar algo. En Chile, en el año 86, una patrulla militar quemó Chile. Quiero recordar que la ministra debe remercier le camarade ici, rappeler qu'en 1986, un militaire a brûlé deux camarades vivants. Un d'eux, il est mort. La deuxième personne, ça c'était. Y Canadá, como decía el compañero, fue el primero tratando de buscar un avión especial para que le salvó la vida. Siempre tenemos recuerdos muy gratos de Canadá. La Antártica fue capaz de trasladar. Carmen a été transféré ici par un avion spécial canadien et a transféré ici à Montréal où il a été traité, si vous souvenez pas, le papier de l'hôtel Ville justement à
a la compañera, estoy plenamente de acuerdo, al menos en Sudamérica, que nosotros no podemos bajar las manos. Hay unos problemas latentes y unos fantasmas que dan vueltas ahí. En cualquier momento, votre solidarité, mais en même temps vous dire que nous on continue et être de prendre, de faire attention au mouvement de la droite un peu partout dans le monde, et surtout en Amérique latine, là, il y a tant d'opportunités et que pour ça, justement, il faut le mouvement syndical, le mouvement social, soit toujours en alerte et en mouvement pour empêcher qu'on revienne en arrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est mentionné, à l'écologie du alors, je suis Pascal et merci. Le manteau, il y a un manteau ici. Faut pas qu'il l'oublie. Ouais, c'est ça, c'est plus l'été. C'est plus l'été. Écoutez, donc on a changé l'ordre du jour, il nous reste un point. Ensuite, on va parler des quelques mobilisations et puis le dépôt des rapports. Donc, vous n'êtes pas sans savoir, là, dans l'actualité, de manière plus globale, je dirais au Québec, mais notamment dans la région de Montréal. Il y a des débats là, qui sont même à la grandeur du Canada, aux États-Unis, notamment, sur toute la question de l'identité de genre, toilettes non genrées, débats sur ces questions-là. Souvent, pas des débats d'idées, plus des débats qui sont au niveau, je dirais, enflammés au niveau des émotions. Alors, ça nous a emmené, là, puis je veux faire la présentation correctement. Le comité FPQ sur la diversité sexuelle, corporelle et de genre, par le biais de Vincent Leclerc, qui en est membre, qui est le secrétaire général chez nous, a eu l'idée d'émettre une lettre, en fait, sur cette question-là, pour rétablir sa fiche de genre, les toilettes non genrées, il est temps d'élever le débat. Est-ce que je peux comprendre? Tu voulais que Marie-Ève fasse sa présentation avec toi? Oui, j'avais pas. Si c'est le cas, Marie-Ève, il y a une place entre nous deux, sois la bienvenue. Donc, voilà, Vincent, je te permets de. Je t'introduis. Je t'ai mal. Je t'introduis par rapport à la. Merci beaucoup, Marc-Édouard. Effectivement, j'ai été la personne représentante politique du Comité des droits des personnes de la FTQ, équité et droits des personnes, effectivement, Marie-Ève Boyer, que vous connaissez, qui a été directrice de direction. Alors, parce que dans le fond, on s'en rappelle. Comment ça fonctionne, l'activité des comités de la FTQ, en fait, effectivement, c'est qu'il y a plusieurs comités de travail, dont le comité de la diversité sexuelle, corporelle et de genre, et il y a un comité qui est comme plus permanent, en fait, qui est le comité équité et droits de la personne. Donc, et ils ont accepté effectivement de co-signer la lettre, parce que, comme Marc-Édouard l'a dit, on a entendu plusieurs fois dans les médias depuis plusieurs mois maintenant,
La droite s'est emparée de leur nouvelle bébelle qui aime parler tout le temps et faire peur avec le monde, c'est-à-dire les drag queens et les toilettes non genrées et l'identité de genre dans les écoles. Donc, effectivement, on a décidé d'une manifestation aussi il y a quelques semaines de ça, un peu partout à travers le Canada. Et il y a eu des contre-manifestations, effectivement, un peu partout également. Donc, certains syndicats, le QP, par exemple, ou à Ottawa, mais ici à Montréal, il y a eu la FPC qui ont réagi. Et nous, on n'était même pas au courant qu'il y avait une contre-manifestation. Donc, ça, on s'est en... J'ai eu des gens qui sont venus voir là, comme comité était un petit peu assourdissant. Exactement. Je sais qu'il y a eu plusieurs chroniques qui sont sorties un peu par la suite, mais le mouvement syndical n'a pas nécessairement sorti à travers le Québec pour l'instant. C'est sûr, des défis d'organisation, les comités, c'est long avant qu'on s'organise. Mais je pense que c'est important de réagir effectivement à toute cette ambiance-là parce que c'est toujours propice à plusieurs façons de faire certains chroniqueurs de désinformer beaucoup la population par rapport à ça. Beaucoup d'amalgame, effectivement. Donc, on a écrit une lettre. Je ne sais pas, moi, je pensais peut-être vous la lire partiellement. Mais vous pouvez la faire complète. Ce n'est pas très, très long. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Mais si vous pouvez la partager, effectivement, c'est sur le site de la FTQ. Ici, on peut débattre de plein de choses ici. Moi, je n'ai aucun problème. Il faudrait quand même qu'on recadre, je pense, le débat parce qu'il y a des politiciens, dont Maxime Bernier, Éric Duhaime, qui ont repris ça et puis qui parlent, je pense, plus aux parents. C'est-à-dire que c'est tellement dangereux de parler d'une réalité qui existe, qu'il y a des gens transgenres dans le monde. T'sais. Là, on dirait, mais c'est pas scientifique. Si tous les débats devaient appeler la science, c'est un phénomène qui est social. De toute façon, la science ne s'est pas prononcée encore de façon consensuelle sur est-ce que l'identité de genre, c'est scientifique ou non. C'est quand même une réalité qui existe socialement et les personnes transgenres, ça existe. Donc, c'est pas le but, c'est pas d'exposer les enfants à dire vous allez peut-être devenir une personne transgenre plus tard, mais c'est juste de dire effectivement, il y en a des gens qui sont comme ça et on fait découvrir cela, dans le fond, à l'école. Et quand on dit l'école, c'est souvent pas l'école primaire, c'est aussi, il y a certains débats là-dessus. Il y a des experts qui disent non, c'est pas dans le cursus, d'autres qui viennent prendre une petite page de manuel sur 600 pages. Regardez, là, ils ont dit qu'il y en a qui en parlaient. Donc, est-ce que c'est vraiment pour faire un plat avec ça? Mais on fait beaucoup peur, je pense, tout le monde avec ça. Et je pense que les gens, effectivement, c'est un enjeu qui est nouveau, un peu les personnes transgenres. On parlait beaucoup de sexualité. Est-ce que la lutte sur l'homophobie est terminée? Là, bien sûr que non. Mais là, c'est vraiment l'accent est mis sur les personnes transgenres et non-binaires. Donc, je pense que ça, en tant que syndicat, il y a des droits qui sont prévus à l'achat des droits de liberté sur les personnes en genre et il y a des droits aussi qui sont pour les enfants. Donc, quand on veut dire, ben, il faut donner la permission parentale, par exemple, c'est dans la province de l'Ouest, je pense que c'est quelque chose qui veulent effectivement. C'est ça.
peut-être, parce qu'il y a un paragraphe dans la présentation, peut-être ce paragraphe qui vient établir. C'est quoi le... C'est ça, ben, je peux le dire. J'invite vraiment ces 5 paragraphes. C'est nous tenons à réitérer haut et fort nos valeurs de solidarité, de tolérance, de respect, de liberté, d'inclusion et de justice. Nous constatons chez certaines personnes dans la sphère publique, dans les médias sociaux et chez certains chroniqueurs et chroniqueuses que ce débat sur l'identité de genre sert d'écran de fumée pour s'attaquer aux personnes trans et non-binaires ainsi qu'à l'ensemble des personnes issues de la diversité sexuelle, corporelle et de genre. Donc, nous le dénonçons fortement. Là, effectivement, c'est parce que les gens nous ont dit, ouais, mais on est d'accord avec les transgenres, mais l'identité de genre, ça, par contre, tu sais, qu'est-ce que Marie va expliquer, là, c'est des droits qui, bien concrètement, c'est un jeune homme et voir, se sent, et je me sens que je suis pas, mon identité, c'est pas ça. Ça ne correspond pas à ce qu'on m'a désigné à la naissance. Donc, je me sens pas. Ben, c'est ça. La personne en question pourrait dire, ben, moi, j'aimerais ça, j'aimerais ça que tu peux m'appeler, par exemple, commencer à dire, ben, je suis pas un elle, je suis un elle, je suis un yel. Et là, dans le fond, ça viendrait, ça, c'est régi par les droits présentement. Et Charte des droits et des libertés. Là, ça enlèverait des droits aux enfants de dire, non, non, c'est la primauté parentale prime, ce n'est plus le bien de l'enfant. Donc, c'est complètement le contraire qu'on entend dans les médias parce que les manifestations, ça disait manifestation pour les droits de l'enfant. C'est pas ça, c'est complètement contraire. On joue vraiment sur 2 tableaux, faisant peur aux gens que finalement, on inculte des. Dans le fond, c'est comme si c'était une maladie. Encore une fois, le Canada aussi a interdit les thérapies de conversion. Donc, ça vient un peu aussi contrer cette loi-là qui a été adoptée à majorité au Canada. Même à juste la majorité, mais les conservateurs, effectivement, se sont opposés. Là. Donc, si on ne veut pas rouvrir ça, je pense que c'est une avancée sociale d'interdire les thérapies de conversion et puis d'interdire effectivement aux enfants de dire, ben moi, je ne suis pas une personne, je suis une personne trans. Ça viendrait contrecarrer. Il faudrait que attendre 16 ans pour dire, ben, maintenant, je peux vivre comme je suis. C'est juste ça qu'on veut que les enfants trans veulent. Ils veulent être comme ils sont, elles sont. Et je pense que c'est fondamental de respecter. Bien, merci beaucoup. Il y a quelque chose que je vais ajouter. Là, vous m'avez vu pitonner sur mon téléphone, pas par mal d'intérêt. J'étais en échange avec personne. Juste pour vous montrer où est-ce que ça s'en va. Le 21 octobre prochain, il y a une marche dans tout le Canada qui s'appelle « Ne touchez pas à nos enfants ». Donc là, je traduis. We are marching again, donc marche encore. Là, vous voyez le drapeau des États-Unis, du Canada. Bien sûr, ça, ce n'est pas la marche à laquelle on veut aller. C'est juste vous montrer comment ces groupes s'organisent maintenant. Et des fois, on pensait, et la conversation qu'on a eue, je suis content, Vincent et Marie-Ève, vous ayez amené l'importance de faire circuler cette lettre. Et que, justement, à Montréal, il y avait plus de contre-manifestants qu'il y avait de personnes. Donc, il y a des choses qui sont coupées et ces groupes-là ne peuvent pas penser continuer à sortir. Ce que je veux mentionner, parce que ça aussi, factuellement, c'est important de le dire, le but de médecine, ce n'est pas que les gens ont 16 ans, issus de leurs parents, se font opérer de manière indélébile, irréversible. Ben, c'est à la fin, c'est-à-dire les médicaments, les modifications d'hormones. Et ils continuent à faire ce genre de circuler ces informations. Ça, je voulais aussi noter. Et pourquoi je parle du 21, c'est qu'il est fort probable, là, j'attends des informations, qu'il soit appelé à l'action pour bien sûr contrer ce genre de discours. J'ai envie de dire fasciste. Oui, peut-être, Marie-Claude.
C'était pas ouvert à discussion, mais peut-être un commentaire, puis ensuite on va avancer. Merci beaucoup, Claude. Merci pour le témoignage. J'espère que c'est le de la fin. Puis, Un petit peu de la des billets. Des enfants qui mettent en avant. C'est pour ça que ça fait sur les mots pour inciter les gens à leur c'est un lieu très qui est derrière tout ça, qui est abondamment, et plus qu'abondamment, totalement toutes ces campagnes. Donc, je ne vais pas vous parler là de tout ce qui se passe aux États-Unis avec des scientifiques et avec tout ça. Donc, ça vient exactement et ça se propage partout au Canada. J'espère que ça n'arrivera pas au Québec. De nos débats et de notre information. Merci à vous deux. Merci Vincent, merci Marielle. Merci aux deux comités, effectivement. Je vais prendre le temps. Tu sais, des fois, on s'entend à quoi des comités. Ça, je pense que c'est un exemple. Je sais à quoi servent des comités. La lettre est sur le site de la FTQ. La FTQ l'a mis sur son site, l'a fait circuler. Je ne sais pas si elle est sur notre site également. Sinon, elle a fait infolette. Bon, on peut la renvoyer, là. Il n'y a pas de problème à ce qu'on la renvoie. Elle est là. On arrive au point 6.4, mobilisation à venir. Écoutez, il y en a 4, il y en a 3, mais il y en a 4.
demain soir, pour ceux pour qui c'est possible, il y a une conférence à laquelle on a été conviés. Puis c'est un peu dans la thématique de ce que Mélanie, en fait, la réflexion qui entoure Sherbrooke, je ne vais pas me tromper, c'est Lucas. Je ne veux pas me planter. J'ai vu ça en récent. C'est plus ancien. Donc, énergie nucléaire dans le monde, renaissance ou gériatrie technologique. Et c'est Schneider qui était indépendant en matière de politique industrielle, qui est le coordonnateur du World Nuclear Industry Report, qui est un ouvrage annuel de référence. Autre chose, il y a une chose que je veux mentionner, Magali Superman, le 17 octobre, c'est la journée de lutte contre la pauvreté. Je ne vais pas vous tromper. Donc, vous allez voir ce sujet collectif. Il y a quelques années, le conseil régional, la métropole à l'époque, aujourd'hui, la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire va en parler brièvement pour une échange intéressant dont je vais vous faire part. 21 octobre, il y a la Coalition pour la régularisation des personnes sans statut migratoire, dont la FPQ fait partie, et nous-mêmes au Conseil, là, qui va se faire une action devant les bureaux du ministre fédéral Miller, du métro Lionel-Roux, ça c'est le 20. Et finalement, le 1er novembre, on attend les précisions quant à l'endroit et l'heure, mais l'Alliance interprovinciale pour l'assurance emploi, dans le cadre de la Semaine nationale des chevaux, va faire une manifestation devant les bureaux du premier ministre à Montréal, moi Christophe Colomb, juste ici, et qui m'a dit tout ce qu'on attend, c'est l'heure de on va l'avoir. Dans les points suivants, vous voyez là, rapport des organismes affiliés. Je ne sais pas s'il y a des éléments par rapport à sinon, tu levez la main. Questions? Vous avez des questions pour nous, les dirigeants, concernant les services? Avant de poursuivre, rapport des présences. Alors, Caroline en fait la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut appuyer ce rapport? Nicole Milhomme, dites pas moi, je ne regarde pas, là. Ils sont tannants, là. C'est pas eux autres, c'est le top. Vous êtes déçus, bien sûr, hein? Vous êtes déçus? Ah oui, difficilement. Alors, en 10, c'est le rapport des services des comités statutaires. En 11, le rapport des personnes déléguées mandatées par le conseil. En 12, et là, vous allez me permettre une petite aparté, c'est le rapport des DLR. C'est ça, là, je ne vais pas prendre le siège. Et vendredi dernier, voilà, à plusieurs points de la riche, Chantal Rouleau, au centre-ville de Montréal, à la côte d'Arc. J'ai voulu vous parler de son 4e plan de lutte contre la ouais, c'est pas moi qui décide de l'endroit au 29e étage, au bureau. Ça vaut la vue pour le déplacer. Et pourquoi je vous parle de ça?
On a eu un échange avec la ministre Rouleau, là, les différents. Et là, parce qu'on va. Ce qu'on a rappelé à la ministre, c'est que la meilleure protection pour les médicaments par rapport au fait de la protection de ça. Les gens avec un repos quelque part entre le 20 et le 23 du mois. Donc, ça, c'est une des choses. On a eu un débat enflammé sur la question du salaire minimum. C'est tout ce que tu fais pour vous dire que de toute façon, pour réellement limiter les coûts. Eux viennent de passer de prime dans les discussions qu'il y a eu. Je vais noter certains de nos points. Mais pourquoi je vous en parle, c'est que dans les documents du Conseil, il y a le mémoire, puis ça, je ne le fais pas assez souvent. Je veux féliciter la FTQ en lien avec ce plan-là, ben, le plan passé. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque 6 mois, ça, les citoyens s'en foutent beaucoup ça. À chaque 6 mois, le gouvernement de la CAQ arrive avec nous. Donc, on a déposé un mémoire le 30 juin 2023. Et là, la ministre Rouleau nous a annoncé qu'il y aura un 4e plan avant l'exercice budgétaire qui va arriver au printemps 2024. Et le 4e plan. Donc, je suppose qu'on va réenvoyer sensiblement le même mémoire. Mais si vous ne l'avez pas fait, pourquoi je faut vous inviter à lire ce mémoire. Il est sur le site. Si vous le voulez, vous pouvez vous écouter. Je pense que c'est les rapports 13 et 14 sont des rapports déposés. Vous pouvez voir ce que Vincent et moi on fait de nos journées. Il y en a qui pensent qu'on s'amuse. Nous, on s'amuse. Donc, je vais quand même prendre le temps de le dire. Et en terminant, la levée de l'Assemblée, qui est, je vais en prendre un dans le coin, là. Je ne me regarde pas, là. Et Constantino. Et François. Oh, bravo. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent. On a une belle assemblée. 8h26. Bon retour de l'Assemblée. Bon retour. Bonne semaine, tout le monde. N'oubliez pas vos chandails, là, c'est l'été.